Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, merci d'écouter le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Alors il y a quelques temps, la blague c'était de dire chaque année, c'est l'année du mobile. Dorénavant, ça a été remplacé, on va updater un peu ça, c'est l'année de la fin du cookie, third party, j'entends, c'est l'année de l'ID unique, bref, c'est l'année du cookie-less. Merci Margarita de participer à cet épisode Banous. Justement, avec toi, on en avait parlé il y a quelques temps et là, on va faire un petit refresh de l'actualité cookie-less sur 2024. Petit disclaimer, on enregistre début juillet 2024 et ça nous permet d'avoir justement des études hyper intéressantes de la part de Criteo. Je ne vais pas spoiler l'émission, mais qui a été diffusée il y a quelques jours maintenant sur la Privacy Sandbox. Bref, on va apprendre plein de choses. Avant ça, Margarita, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Margarita Zlatkova, je suis directrice data et programmatique chez Weborama. Je gère le trading desk au quotidien. Donc, mon équipe a en charge le lancement, la gestion, l'opération, l'optimisation des campagnes publicitaires pour le compte de nos clients. Très clair, merci. Juste en 2 mots, l'historique, c'est quoi ? C'est l'industrie publicitaire se basait sur le cookie tiers. Il disparaît progressivement depuis quelques années avec Safari, etc., etc., etc. Jusqu'à maintenant, Chrome l'utilisait toujours. Il y a quelques années maintenant, Chrome a annoncé qu'ils arrêtaient de supporter le cookie tiers dans le monde publicitaire pour le remplacer par Privacy Sandbox. Qu'est-ce qui a changé depuis que l'on s'est parlé la dernière fois ? Ou alors, c'est quoi, je vais le faire encore plus simple. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit panorama de l'état de l'art sur la partie cookie-less actuellement ? Avec plaisir. Alors, je commence par quelques chiffres parce que je pense qu'ils sont importants pour la suite. Effectivement, Google a encore décalé la fin des cookies tiers pour début 2025. Néanmoins, comme tu le disais, on est déjà dans l'ère cookie-less. Aujourd'hui, nous avons entre Safari et Firefox, pour des raisons techniques, à peu près 40% des inventaires publicitaires qui n'ont plus de cookies sur ces 2 navigateurs-là. Et à cela, on ajoute entre 20 et 30% d'inventaires supplémentaires sans consentement, donc consentless, qui sont sur Chrome. Donc, si on fait bien le compte, il nous reste entre 30 et maximum 40% d'inventaires publicitaires qu'on peut encore toucher avec un cookie tiers. D'accord. Donc ça a changé par rapport à la dernière fois où on s'est parlé, où à l'époque, on était sur 50-60% de cookies tiers sur le marché et on arrivait quand même à faire des campagnes médias sur cette base-là. Aujourd'hui, on est obligé de se dire qu'il faut utiliser les alternatives. Elles n'ont pas beaucoup changé. On est toujours sur la Privacy Sandbox, le contextuel et les identifiants universels. Les technologies ont un petit peu avancé quand même. D'accord. Tout d'abord, la Privacy Sandbox a été officiellement lancée. Et donc maintenant, on n'est plus dans des tests en pré-prod sur des serveurs Google. On est sur de la vraie vie, sur 1% des utilisateurs uniquement, mais ils ont réellement implémenté la Privacy Sandbox. La deuxième, c'est que le ciblage contextuel a eu quand même un petit peu d'évolution entre-temps. D'accord. La sémantique qui était très, très en avance en 2020-2021 a continué à se développer et aujourd'hui arrive aussi l'IA générative. Et D'accord. les 2 couplés ensemble continuent à faire croître et le reach et la précision du ciblage contextuel. Ok. Et son gros avantage reste le reach, 100% de la population, puisqu'il est et sur Safari et sur Firefox et sur Chrome, mais aussi cette précision supplémentaire qui arrive avec l'IA générative et qui aide à passer encore une étape. D'accord. Maintenant, au lieu d'indiquer aux algorithmes des expressions ou des mots-clés, on leur indique carrément des phrases entières en leur disant « je recherche » les personnes ou les familles avec 2 enfants qui ont tendance à acheter plus de tant de fois tel produit. Et donc, à partir de là, les algorithmes vont aller chercher les bonnes pages qui parlent de ces sujets-là. Ok, très clair.
Et donc, il nous reste les identifiants universels. Exactement, Et j'allais les te relancer. nouveautés, c'est les nouveaux qui sont arrivés. Ouais. Parce que la dernière fois, on séparait plutôt des historiques qui étaient basés sur les adresses email, sur les données personnelles. Mais aujourd'hui, on a l'arrivée du TIC avec les données telco, l'arrivée très fulgurante de First ID basée sur les first party cookies. Et donc, en fait, les ID continuent de s'étoffer pour représenter une partie importante du marché. D'accord. Et donc là, tu m'as exposé en fait l'univers open web finalement, et le pendant de ça, c'est les walled gardens, Amazon, Google avec YouTube et Google avec GAM. Alors, je sais même pas si ça s'appelle toujours GAM, mais GAM, bon, bref. toujours. Et les différents walled gardens, comme je le disais. Ok, très clair. Alors, récemment, on a vu une étude de Criteo qui en fait qui tirait presque à boulet rouge sur la Privacy Sandbox en mettant en exergue que les éditeurs perdaient jusqu'à 60% de leurs revenus via ce process. Ça a été un petit peu corroboré par des déclarations de Index qui ne validaient pas les chiffres mais qui indiquaient une perte de valeur pour les éditeurs. Toi, c'est quoi ta vision de tout ça ? Alors là, on a plusieurs choses qui sont arrivées, plusieurs publications en tout cas qui sont arrivées récemment, à commencer par le rapport de la CMA, la Competition and Markets Authority britannique, qui est arrivé en avril, qui a été suivi effectivement par tous les tests faits par le marché. Il y a plusieurs sociétés qui en ont publié, dont les dernières de Criteo et d'Index Exchange. Et en fait, tout se corrobore une chose dont moi je suis aussi intimement persuadée, parce que nos tests internes chez Weborama ont prouvé la même chose, c'est qu'à la Privacy Sandbox en l'état n'est pas prête à être lancée sur 100% du marché avec 0 cookie tiers. À la limite, en parallèle, pendant encore quelques temps, le temps de tout cadrer, de tout bien positionner, oui. Et je pense que les plus gros reproches, à commencer par la CMA, Criteo et Index Exchange, c'est les latences. Et ça, mine de rien, c'est le point le plus fort du programmatique, c'est de travailler en moins de 50 millisecondes maintenant. Et quand on enregistre des latences aussi importantes que ces deux sociétés-là, alors pour Criteo, plus de 100%, pour Index Exchange, plus de 30%, mais néanmoins, les latences sont là et on les constate. Ça, déjà, c'est un premier point en défaveur des éditeurs et en défaveur de l'open web. Donc, on peut expliquer en 2 mots pour les gens qui n'auraient pas ces concepts de latence. De latence, ouais. Exactement. Ce qu'on appelle une latence, c'est la lenteur d'affichage d'une publicité qui pourrait entraîner des lenteurs d'affichage de la page elle-même publicitaire, ce qui, pour les internautes, crée une très mauvaise expérience utilisateur. Ça peut aller même parfois jusqu'à bloquer le site publicitaire de l'éditeur, ça dépend comment il est fait. Et la perte de revenus engendrée par les latences pour les éditeurs, c'est tout simplement de ne pas pouvoir recevoir la publicité pour l'afficher quand l'internaute est là. Et à partir de là, d'avoir des espaces publicitaires qui ne sont pas remplis et donc des pertes importantes de revenus. Ce qui, ajouté, on va être honnête, à toute la partie cookie-less qui a donné un coût important à la monétisation des éditeurs, commence déjà à créer d'importants trous dans la raquette. Ok. Donc, il y a les latences, effectivement, et ça, c'est très important. Et ça, c'est souligné par les deux sociétés et cet organisme indépendant. On a également aussi, effectivement, et ça, c'est partie importante, la gouvernance. La gouvernance sur laquelle on n'a toujours aucune sécurité de la part de Google. Jusqu'à quand ils vont gérer la Privacy Sandbox? Est-ce qu'un organisme indépendant, comme le W3C, qui est très impliqué dans les tests, va prendre la décision? On est en présence d'un acteur qui crée des règles de marché. Donc, à quel point, effectivement, le favoritisme ici peut être géré, et surtout sur le long terme. Pas au moment du lancement. Au moment du lancement, on sait que Google a pris des engagements auprès de la CMA qu'ils ont l'air de vouloir respecter. Qu'est-ce qui se passe, par contre, une fois que la CMA a dit oui, que la Privacy Sandbox est lancée et qu'il n'y a plus d'organisme de contrôle? Donc ça, c'est la deuxième importante, effectivement, je pense... comment dire, évolution à suivre dans le passé. Et effectivement, on a également cette perte de revenus pour les éditeurs qui est entre 30 et 60%. Mais 30% déjà, côté Index, et 60% côté Criteo, c'est énorme. C'est vrai que l'éditeur, il peut se sentir un peu
presque lésé finalement de distribuer la valeur qu'il crée à plein de technos différentes qui sont aussi parfois redondantes en fait. Et donc il y a un vrai sujet pour cleaner en fait toute la chaîne à ce niveau-là. Et ça devient encore plus complexe parce que si on regarde bien, alors on en parle un peu sur le marché, mais c'est intéressant aussi de le regarder. Google, sur les Protected Audience en tout cas, prend la place quasiment d'un SSP. C'est-à-dire qu'il fait les enchères, il récupère les enchères, il prend les décisions, il a des algorithmes de bidding, etc. Alors, ça a un impact sur les éditeurs, ça a un impact sur les SSP aussi. Parce que pendant longtemps, les SSP et les éditeurs ont travaillé sur le fait de trouver les meilleures combinaisons qui sont les plus optimales pour la monétisation. Donc, à quel point, et j'ai pas forcément la réponse, c'est plus une interrogation, cette empiètement en quelque sorte de Chrome sur les SSP ne va pas aussi provoquer un chamboulement complet de système qui commençait plutôt à être bien rodé avec le header bidding, avec l'optimisation du fill rate des éditeurs. Donc c'est aussi une question à se poser sur la chaîne de valeur et de la redistribution de la valeur. Et tu parlais de gamme tout à l'heure, la question est totalement légitime. Ce que Criteo a enregistré, c'est que avant, en fait, quand la Privacy Sandbox n'intervient pas dans le process d'enchère, il y a 23% des impressions publicitaires qui proviennent de gamme. Si on intègre la Privacy Sandbox, on passe à 83% des impressions qui proviennent de gamme. Donc, on a carrément, même si, effectivement, Google n'est pas d'accord avec les chiffres de Criteo, même si les chiffres ne sont pas 80, mais même 30, le décalage est quand même important, c'est toujours du favoritisme. Et c'est ça que la CMA regarde de très près, puisqu'elle ne se prononce pas sur la technicité de la Privacy Sandbox, sur sa viabilité, etc. Elle se prononce sur le fait, est-ce que réellement, elle crée un avantage concurrentiel et un favoritisme de Chrome, de Google versus l'open web. Et on joue aujourd'hui, je pense, la survie de l'open web. Il faut qu'on en soit conscient. On joue la survie de l'open web tel qu'on le connaît aujourd'hui, et la question, c'est est-ce qu'il va continuer à exister demain ? C'est une bonne question, et la question qui me vient direct à l'esprit quand tu parles de ça, c'est tu parles que du web desktop et le monde applicatif dans tout ça. Exactement. Le monde applicatif dans tout ça, il a été un peu laissé de côté. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On a Privacy Sandbox pour Android qui malheureusement a été mise en stand-by, n'a pas été lancée, n'a pas été développée jusqu'au bout. Et je pense que les préoccupations du marché étaient... Il y avait trop de choses, on va être honnête. Donc, on a commencé par le desktop et aujourd'hui, on parle encore beaucoup du desktop. On parle plutôt de Android en 2026 et ça va arriver. Et on ne connaît pas encore toutes les répercussions parce que les tests n'ont pas été faits. On n'a pas beaucoup, en tout cas, de concret sur ce qui va se passer. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, certains éditeurs ont jusqu'à 50-60% de leurs inventaires qui sont mobiles et qui commencent à être de plus en plus in-app, on est légitimement en train de se poser la question, une fois qu'on cumule tout ça, ce qui va se passer à la fin. Et donc, en fait, c'est la fin des technos indépendantes. Comment, toi, tu vois le truc ? Alors, c'est assez compliqué encore à voir l'avenir. J'aimerais bien... il y a plusieurs fois par jour, je me dis, j'aimerais bien avoir une boule de cristal. Ça m'aiderait beaucoup dans certains choix. Mais en tout cas, il faut qu'on ait en tête qu'on va continuer à avoir une fin d'année et ne serait-ce qu'une année prochaine qui va être une année d'évolution constante et de chamboulement, de changement. On a vu cette année, en fait en 2023, on a vu énormément de tests de contextuels. On les a délaissés en 2024 pour tester les identifiants. On commence les tests de la Privacy Sandbox. Tout ça, pour l'instant, n'est encore au stade de test sur toutes ces alternatives. Il y a très peu d'annonceurs, et vraiment, ils se comptent sur les bouts des doigts, qui ont commencé à construire leur mix, que ce soit en termes de ciblage ou en termes de mesure, parce que la mesure, on n'en a pas parlé, mais elle est encore plus importante et encore plus impactée que le ciblage. Parce que sur la mesure, déjà, on a très peu de tests et les solutions ne sont pas aussi évidentes que sur le ciblage. Mais toi, c'est pour ça que finalement, le retail média, la CTV, repart à fond parce qu'en fait, les annonceurs, ils vont dans des endroits first party. Ils sont non cookies dépendants, qui de toute façon sont des univers sans cookies. Et ce shift-là, il risque d'être encore plus prononcé, je pense, en 2025. Et l'avantage de ces univers-là, c'est qu'on a de la donnée qui n'a jamais été dépendante du cookie et qui du coup permet aux annonceurs de faire ces choses-là. Il reste quand même sur ces deux univers-là le même problème de la mesure qui pour l'instant n'est pas encore réglé et qui reste, on a une mesure, elle n'est pas encore la plus efficace
Et je pense que ce que le marché attend, c'est qu'elles deviennent suffisamment efficaces pour reproduire ce qu'on faisait avec les cookies tiers sans les cookies tiers. Et je pense que c'est là où on va avoir un peu de décalage. Tu me vois sourire, tu sais pourquoi? Parce que je pensais par rapport à la mesure qu'il y a bien une boîte qui va se créer, qui va créer l'ID unique de la mesure et qui va distribuer ça dans prochainement. C'est fort possible. Donc je pense qu'il y a ça. Et à mon avis, il y a une troisième évolution qu'on anticipe un peu moins, mais dont il faut commencer à se préoccuper. C'est les KPI du futur, les metrics de performance. Parce qu'aujourd'hui, le cookie nous a habitués à un tel suivi du parcours unifié de l'utilisateur. Alors, ça n'a jamais été 100%, mais ça a été statistiquement suffisant, suffisamment important pour qu'on puisse se dire j'ai tout ce qu'il me faut pour prendre mes décisions. Alors, comment ça se passe demain quand on a des données engagées d'un côté, des données d'identifiant de l'autre côté, mais pas suffisamment importantes, du contextuel sur lequel on n'a aucune idée de l'utilisateur derrière, même si les trois ensemble permettent de répondre à tous les cas d'usage, sur le fait de devoir reprendre du MMM probablement, qui devrait permettre de prendre des décisions non plus une fois ou 2 fois par an, mais tous les mois. Et trouver ce temps réel qu'on avait aujourd'hui et qu'on n'a plus demain. Mais peut-être qu'on ne le trouvera pas, et c'est pas sûr. Et moi, je suis persuadée qu'on n'aura plus ce temps réel qu'on a aujourd'hui avec les cookies tiers et qu'il va falloir réfléchir à comment adapter nos KPI à cette situation-là. Il ne sera plus possible d'aller chercher le coût d'acquisition à la seconde, à la minute, le coût par lead, le coût par vente, la corrélation entre une impression et le ROAS qu'on a derrière. Il va falloir réfléchir tout ça différemment. J'ai pas les réponses, mais on travaille avec certains clients sur ces notions-là et on commence petit à petit à entrevoir aussi qu'on peut faire sans cookies tiers, même pour la mesure. D'accord. Bon, en même temps, on lui a tapé beaucoup sur la tête à ce pauvre cookie tiers et finalement, on se rend compte, il n'était pas si terrible que ça. Il était plutôt pratique. Il était entre guillemets gratuit, disponible pour tout le monde. C'était pas son rôle, mais il faisait le job. Et il faisait le job et surtout, en fait, il était accessible technologiquement parlant, en fait. À tout le marché. À tout le marché. Et finalement. Alors moi, j'ai un regard un peu biaisé parce que je viens de boîtes où on proposait des ID universels, uniques, enfin, tout dépend du positionnement, mais qui sont tous des très belles technos. Mais finalement, moi, je suis une start-up, j'ai envie de lancer une techno pas chère. Le cookie tiers était parfait pour ça, quoi. Exactement. Bon, c'est un temps, dans quelques temps, que les moins de 20 ans ne connaîtront plus, mais en tout cas, ça évolue. On sera toujours là pour leur rappeler que c'était différent. À mon époque, l'affiliation, etc. Bref, mais non, si l'affiliation fonctionne toujours, bien évidemment. Même s'il y a des réactions, je ne sais pas si tu as vu, mais d'entreprises d'affiliation assez historiques qui ont testé également la Privacy Sandbox et qui notent à peu près ils ont les mêmes conclusions qu'Index et Criteo. D'accord. Très clair. Et c'est pour ça que l'email n'est toujours pas mort, parce que tous les ans, on annonce aussi la mort de l'email, etc. Oui. Il y a toujours des emailers, il y a toujours de la communication. Ça a beaucoup évolué. Et on a vu, si l'email est un exemple, c'est que ça a tellement évolué et on prédisait sa mort effectivement tous les ans. Et finalement, il s'est bien adapté aux nouvelles législations, aux nouvelles contraintes, etc. Il existe toujours sous une forme beaucoup plus respectueuse. De la vie privée, mais il fait toujours le travail et il continue à produire des performances. Donc, si on se base dessus, on se dit que sans le cookie tiers, on va également trouver un monde meilleur. Très clair. Écoute, de toute façon, je pense qu'on va réorganiser un épisode l'année prochaine pour se reparler du décalage dans le temps de la fin des cookies. Tiens, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, Google, enfin Chrome, la prochaine échéance, c'est fin 2024, c'est ça? C'est début 2025. Début 2025, ouais. Laissons passer la période la plus charnière pour les annonceurs qui sont Black Friday et les fêtes de fin d'année, mine de rien. Bon, après, il n'y a jamais de période idéale, parce qu'après, on rentre dans les soldes de début d'année, mais c'est une période un peu moins stratégique pour les annonceurs que vraiment les fêtes de fin d'année qui, pour certains, rapportent jusqu'à 40-50% de leur chiffre d'affaires. Ok. Tu as parlé, juste pour revenir sur l'association européenne,
Est-ce que tu as de la visibilité sur les autres pays? Comment ils réfléchissent? Parce que, en c'est quoi la réflexion en Italie, en Espagne, au UK, en Allemagne? Enfin, est-ce que tu as de la visibilité là-dessus? Bah, écoute, autant l'année dernière, on les voyait un tout petit peu moins présents qu'à la France, Mmh. autant depuis le début de cette année, je le vois au niveau de l'Alliance digitale Mmh. puisqu'on a, souvent des retours de discussions plutôt au niveau européen, au sein de Mmh. que ce soit au l'IABT Club ou, l'IAB Europe. On se rend compte que tous ces pays-là se mettent aussi en ordre de marche. D'accord. On constate à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de tests par contre de la Privacy Sandbox, D'accord. mais ils sont beaucoup plus sur le ciblage contextuel qui commence à prendre une place très importante, de plus en plus d'ailleurs, et les identifiants uniques qui arrivent à peu près en même temps que nous D'accord. sur les tests. Donc je pense on arrive à trouver une cohérence un peu européenne au travers de toutes ces organisations internationales qui œuvrent beaucoup, qui publient énormément. Mmh. Ils ont publié, tu vois, l'IAB Europe a publié récemment tout le livre blanc sur les ID universels. Il y a eu des publications sur le contextuel, sur la Privacy Sandbox. Donc, il y a le marché un peu moins dynamique dans ces pays-là, mais ils arrivent à rattraper le peloton. OK, très clair. Merci, Margarita. De toute façon, on mettra plein de liens, dans l'espace, description, sur votre plateforme préférée d'écoute ou de visualisation, n'importe quoi. Enfin, si vous regardez cet épisode ou vous l'écoutez sur YouTube, tout sera en description, un peu partout et même sur le site banous.com qui dépose des cookies tiers encore parce que je dois avoir un vieux tag qui traîne par-ci par-là. Mais en tout cas, c'était extrêmement clair, Margarita. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, sur LinkedIn, Ouais, surtout. Et si je peux faire une dernière recommandation vas-y. aux personnes qui nous écoutent, je vous recommande de consulter, si vous ne l'avez pas encore fait, les 2 panoramas publiés par l'Alliance digitale. Un sur le ciblage et un sur la mesure, Mmh. dans lequel, avec tous les groupes de travail, on a essayé de faire un état des lieux Ouais. de ce qui existe aujourd'hui. Et je précise bien aujourd'hui, parce qu'il est fort probable qu'à la fin de l'année, on soit plus du tout sur les mêmes solutions. Mais ce qui existe aujourd'hui, de manière très concrète. Quels sont les acteurs? Quels sont leurs avantages, inconvénients? Quel type de mesure, quel type d'outil on doit choisir pour avoir la mesure la plus efficace? Et on a conçu ça vraiment comme des guides du quotidien, très D'accord. pratiques. Ouais. On a essayé de passer de la théorie à la pratique pour se dire, l'annonceur ou l'agence qui démarre là-dedans ou qui essaye de comprendre ce qui se passe, elle n'a juste à feuilleter, à ouvrir et à se dire, moi, ce que je veux faire, c'est ça. Ben voilà les technos en face et je vais aller les voir pour construire mon mix. C'est pour ça, tout à l'heure, je voulais pas te relancer parce que ça, on ouvrait un autre débat. C'est que finalement, là, on essaie de l'expliciter de manière hyper pédagogique plutôt, mais en fait, c'est des sujets hyper complexes, en fait, Oui. hyper techniques et finalement, bah, peu accessibles finalement, toi. Et donc, ça met une barrière à l'entrée qui est pour certains insurmontable. Et Alors, très importante, surtout quand on est un annonceur mmh, dont ce n'est pas le métier de gérer ça au quotidien et qui a besoin, en plus de son agence mmh. et en plus de les gens, des adtech avec lesquels il travaille, de comprendre ce qui se passe en interne. Alors, Parce que ouais. ça engendre aussi des changements organisationnels. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi, je suis plus dans le monde de la publicité, donc j'ai un avis un peu plus tranché sur le positionnement des annonceurs, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi à eux de mettre les mains un petit peu dans le cambouis. Ouais, bah, c'est un petit effort, mais c'est pour le Mais bien de important, mais l'écosystème très et important, pour eux en primordial. plus. Parce qu'en fait, il faut qu'ils arrivent à comprendre ce qui se cache et à poser des questions. Qu'est-ce qui se passe derrière cette techno? Comment ça fonctionne, et cetera. C'est extrêmement important. Donc, Je leur recommande la lecture des panoramas. Ça devrait les aider. Ça a été conçu pour les aider, justement, dans cette démarche-là. et écoutez aussi Banous, il y a plein d'épisodes sur les ID uniques, les cookies tiers, que j'avais fait d'ailleurs il y a longtemps. Bah, de toute façon, il y a 3-4 ans maintenant. Et donc, ils peuvent s'acculturer, pour employer un mot qui est pas très beau, à cette thématique de manière assez simple. Et ouais, il y a quand même de plus en plus de livrables disponibles. Merci beaucoup, Margarita. Et puis, bah, écoute, trêve de blague, mais on se dit à l'année prochaine alors pour faire l'état Avec des un lieux. grand plaisir. Merci beaucoup, Laurent, et à l'année prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.